Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le dimanche 9 février et voici le sommaire. La championne olympique de triathlon Cassandre Beaugrand a montré sa grande forme en ce début de saison. Elle a battu le record de France du 5 km en course à pied aujourd'hui lors de la Monaco Run et sera notre invitée. La mairie a présenté son plan de dépollution visuelle, exit les grands panneaux publicitaires papier et place au plus petit format numérique, plus en harmonie avec le paysage et plus respectueux de l'environnement. Et puis l'association Les Amis de l'Arche a organisé son traditionnel gala afin d'aider les personnes en situation de handicap mental. Nous reviendrons sur cet événement dans un reportage en fin de journal. Clap de fin d'un week-end sportif en principauté où 3800 personnes ont participé à la Monaco Run, un record. Après le trail du Montagel, le City Trail et le 1000 mètres hier, les coureurs ont disputé les deux courses phares aujourd'hui, le 10 km à 9h puis le 5 km à 10h45. Et entre deux a débuté la marche solidaire de Pink Ribbon pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Gaëtan Lebrun et Hugo Comaza étaient sur place. Record d'affluence et de participation pour l'édition 2025 du Monaco Run Gramaglia. Après 3 épreuves hier, 2800 athlètes ont pris place ce matin sur le départ du 5 km et du 10 km afin de tester leur endurance et leur détermination sur des épreuves faites avant tout pour le grand public. La course la plus, entre guillemets, célèbre, c'est le 10 km. C'est là où, généralement où on a le plus de monde. On a été surpris par l'engouement du 5 km aussi qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et parce que c'est des courses accessibles un peu à tout le monde par rapport à un marathon qui est plus compliqué, qu'il faut préparer longtemps à l'avance ou même un semi. Et c'est vrai que cette fête de la course à pied nous est très importante. On essaie de faire courir tout le monde. Une 15e édition qui s'est déroulée sous le soleil et a permis aux professionnels comme aux amateurs de se rassembler, se tester, se surpasser mais surtout se défouler grâce aux bienfaits de la course à pied. Faire courir le maximum de gens à la fois pour leur santé, leur bien-être, c'est ce qui est très important pour nous, Fédération monégasque d'athlétisme. On est une association à but non lucratif, on ne cherche pas à faire du profit, on cherche à faire courir les gens pour leur santé, profiter d'une journée fabuleuse comme hier et aujourd'hui. Et je pense que l'objectif est atteint. Les plus compétitifs ont pu se tester auprès des meilleurs de la discipline et même aller titiller certains records. Le 5 km a été remporté chez les hommes par le Belge Kimeli Isaac en 13 minutes et 15 secondes et chez les femmes par l'Éthiopienne Likina Amebaou, tenante du titre qui a amélioré de 2 secondes son record de l'an passé en 14 secondes 33. Le 10 km restait la course la plus attendue par les passionnés d'athlétisme et c'est les Français qui ont brillé dans cette épreuve. Chez les femmes, Augustine Emeraude-Lombard s'est adjugé le titre en 34 minutes et 6 secondes et chez les hommes, c'est Cédric Sibert qui a remporté l'épreuve en tout juste 30 minutes et 44 secondes pour sa première participation ici. Le parcours, j'ai trouvé vraiment super. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il était dit qu'il était plutôt plat, avec d'autres disaient qu'il était un peu montant. Alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et vraiment, j'ai plus qu'apprécié. Vraiment, c'était un pur plaisir de courir dans Monaco. Et vraiment très content d'avoir gagné aujourd'hui. Le week-end s'est terminé avec la traditionnelle marche solidaire Pink Ribbon qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes venues sensibiliser pour le dépistage du cancer du sein. Et sur le départ de la dernière course, une invitée de marque, vous l'avez aperçue dans le reportage, Cassandre Beaugrand, triathlète médaillée d'or olympique en 2024 et championne du monde la même année. Elle a raflé la 4e place dans le classement féminin ce dimanche, mais surtout, avec son chrono de 14 minutes et 53 secondes, a battu le record de France du 5 km route. Bonsoir Cassandre Beaugrand. Bonsoir. Vous venez de participer aux 5 km. Comment s'est déroulée la course? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre performance et de votre chrono? Ouais, c'est vrai que je pouvais pas espérer mieux pour aujourd'hui. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai pas non plus la préparation la plus parfaite. On va dire que j'ai repris l'entraînement un peu plus sérieux il y a 4-5 semaines. C'était un peu plus long la coupure justement après ces Jeux Olympiques. Donc j'ai fini ma saison assez tard en novembre de triathlon. Donc je me suis dit que j'allais prendre le temps et ça me faisait plaisir de reprendre la compétition avec une compétition d'athlétisme et d'autant plus à Monaco où j'ai un peu retrouvé des têtes que je connaissais. Et pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de prendre part à cette
cet événement et justement de revenir à Monaco. Vous qui vous entraînez maintenant principalement en Espagne, à Gérone. Alors oui, du coup j'étais au club d'athlétisme à Monaco il y a quelques années déjà de ça et c'est vrai que je m'étais dit en voyant les gens du club en novembre pendant les remises des récompenses qu'en fait je pensais reprendre ma saison justement sur ce 5 km et j'avais un peu fait la promesse, oui je serai là et tout, donc voilà j'ai tenu ma promesse, je suis venue et ça s'est vraiment bien passé, donc je suis vraiment contente et c'était vraiment un plaisir d'être là. Et pourtant vous n'avez pas forcément l'habitude des courtes distances de 5 km. Oui, c'est ça. En fait, je viens quand même des distances plus courtes sur la piste quand j'étais plus jeune en athlétisme. Mais là, c'est vrai que depuis que je fais vraiment plus du triathlon, ça devient des distances très très courtes. 15 minutes d'effort, c'est pas forcément ce dont j'ai l'habitude. Mais c'est aussi justement une de mes forces sur le triathlon, c'est je pense que je suis assez rapide. Donc voilà, je l'ai prouvé aujourd'hui, ça reste vraiment une course assez rapide. L'actualité marquante pour vous, c'est bien sûr votre titre olympique l'été dernier aux Jeux de Paris. Est-ce que vous réalisez enfin après plusieurs mois de sacre? C'est vrai qu'on oublie vite quand même en fait. Je suis passée vite à autre chose et justement j'avais besoin de nouveaux challenges. C'est pour ça que voilà, j'ai repris ma saison ici. Et voilà, je pense que c'est bien un peu de changer et de reprendre du plaisir sur les compétitions et se donner de nouveaux défis. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après JO pour vous? Je pense que je l'ai un peu ressenti quand même justement sur cette fin de saison. J'ai un peu puisé, alors j'ai réussi à aller chercher quand même le titre de championne du monde sur cette fin de saison et me remobiliser. Ensuite ça a été vraiment... j'ai vraiment profité pendant les vacances et je me suis dit je prendrais le temps de revenir au moment voulu. Enfin, je prenais vraiment mon temps et je voulais pas me précipiter. Donc je pense que c'est important de le faire et voilà, de retrouver juste du plaisir et de trouver de nouveaux défis. Et puis vous l'avez dit, en octobre, le titre mondial, c'est une année finalement 2024 incroyable. Oui, ce sera difficile de faire mieux du coup cette année, mais voilà, donc je vais juste essayer d'aller chercher un titre mondial si c'est possible et en tout cas je vais essayer de gagner le plus de courses possible parce que voilà, ça me motive toujours autant et je prends toujours autant de plaisir. Donc, Vous avez défendu les couleurs de l'AS Monaco Athlétisme pendant un certain temps. Qu'est-ce que vous retenez de votre apprentissage en principauté ? J'en retiens que j'étais vraiment très attachée à ce club et que voilà, c'était un peu comme une deuxième famille on va dire, donc c'est pour ça que ça m'a fait vraiment plaisir de venir courir ici aussi, c'est que voilà, ça me fait plaisir de revoir des gens qui ont été là et qui m'ont accompagnée quand j'étais plus jeune et je pense que c'est important de se rappeler de ça aussi. Vos prochaines échéances, Liévin en mars, avant le Japon en mai, c'est ça ? Ce sera ça, je reprends la saison de triathlon, on va dire que je vais faire un peu des compétitions indoor. En France, à Liévin, il y a une compétition indoor qui s'y prête, une Coupe du Monde. Donc ça, c'est encore un format un peu différent et c'est pour m'amuser un peu, on va dire. Et ensuite, la vraie saison de triathlon qui reprend, ce sera en mai du côté de Yokohama, où je reprendrai le circuit mondial. Merci beaucoup Cassandre Beaugrand d'avoir été avec nous et bravo pour votre performance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et signalons l'autre exploit féminin de la journée sur le 5 km, celui de la néerlandaise Diane Van Ness. Avec un chrono de 14 minutes 39, l'athlète détient désormais le record d'Europe de la distance. En sport toujours, la 5e journée du top 12 du championnat de France élite de gymnastique masculine a eu lieu hier après-midi. Le club de l'Étoile de Monaco a affronté le club de la Madeleine qui a fait le déplacement depuis Lille. Une compétition serrée qui s'est malheureusement soldée par une défaite pour les Monégasques. Score final 26-22. Retour en images avec Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Marangoni. Nos Monégasques ont affronté les Lillois. La compétition s'est articulée autour de plusieurs agrès. À chaque fois, des duels, les bleus contre les rouges, avec des mouvements notés par les juges. Les fautes, c'est de 1 dixième, 3 dixièmes et 5 dixièmes et 1 point la chute. Pour les arçons, c'est surtout sur l'extension dans la position des cercles. À la barre fixe, c'est sur les longs élans ou les lâchers de barre. Et au saut de cheval, l'amplitude, l'axe et la position du corps, bien tendu ou bien jambes serrées, pas pliées. Au programme de cette journée, le saut de cheval. Et puis ensuite le cheval d'arçon. Et pour terminer, la barre fixe.
Pour encourager ces athlètes, leur coach est toujours derrière eux. Ils ont besoin, comme tout le monde, d'encouragement, d'être là, présent, Kevin, moi. Et puis on a la chance d'avoir un très bon groupe. Et puis entre eux, il y a une très bonne cohésion, une très bonne motivation, une bonne entraide. Et oui, on est là pour apporter le petit plus et faire valoir l'esprit d'équipe aussi avant tout. C'est surtout ça, c'est pas la performance individuelle, c'est l'esprit d'équipe. Peu importe, on gagne, on perd, c'est de la loi du sport. Une compétition difficile pour les Monégasques qui sont loin d'être les favoris cette saison. Malgré ça, les rouges et blancs n'ont pas lâché. On s'est bien battu avec nos armes, on savait qu'on était légèrement en dessous mais qu'on pouvait les accrocher parce qu'il y a 2 agrès où on est très fort au cheval d'arçon et à la barre fixe. Et on savait qu'on pouvait accrocher quelque chose sur ces agrès-là. Et aux arçons, ça se déroule comme prévu, on remporte les confrontations. Et après, à la barre fixe, on avait Ethan qui devait faire, qui n'a pas fait parce qu'il s'est blessé. Plus Lilian qui s'est un petit peu fait mal au genou hier aussi, donc qui n'a pas fait de sortie. Donc ça a un peu amoindri les chances de l'équipe. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose à l'issue du match parce que vraiment, Lille, ils ont fait du très bon boulot. Et une fois qu'on avait pris le retard au saut, c'était compliqué de le rattraper. C'est l'équipe de la Madeleine, le club lillois, qui a gagné cette 5e journée. Le prochain rendez-vous à domicile pour nos Monégasques, c'est le 22 février contre Franconville. Et ce sera donc toujours à l'espace Saint-Antoine. À l'international, Donald Trump a provoqué un tollé mercredi en annonçant qu'il prévoyait une prise de contrôle à long terme de la bande de Gaza par les États-Unis et qu'il souhaitait ainsi transformer le territoire en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Le politologue et spécialiste du monde arabe Gilles Kepel était l'invité d'Émilie Rousseau pour décrypter cette actualité en marge de sa participation à la conférence de la Monaco Méditerranée Fondation. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Impossible de ne pas évoquer les dernières déclarations de Donald Trump pour débuter cet entretien. Le président des États-Unis a annoncé vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ces déclarations ont été très critiquées au Moyen-Orient et au-delà. Et même sur la Côte d'Azur, je crois, puisque elles sont extrêmement surprenantes, comme si finalement la bande de Gaza, après tout ce qu'elle a vécu d'épouvantable, était devenue simplement un lieu pour faire un resort en évacuant sa population. Et ce qui s'assimile, selon certains, à une sorte de nettoyage ethnique. Alors on peut bien comprendre évidemment que les difficultés qui vont se présenter pour reconstruire la bande de Gaza sont absolument gigantesques. Il y a des immeubles détruits partout, des bombes non explosées, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Des mesures radicales sont à prendre. Est-ce que cela signifie de déplacer les Palestiniens en Égypte d'un côté, en Jordanie de l'autre, pays qui ne veulent absolument pas les accueillir au passage, et surtout de torpiller la solution à 2 États, qui était la condition à laquelle l'Arabie saoudite et d'autres acceptaient finalement de s'inscrire dans une paix globale au Moyen-Orient. Ça, c'est un vrai point d'interrogation. En ce sens, les déclarations du président américain sont un peu contradictoires les unes avec les autres. Et on se demande d'une certaine mesure s'il s'agit d'un effet d'annonce, comme quand il a parlé de TikTok qu'il allait fermer, puis ensuite il y a eu un deal. Les droits de douane exorbitants qu'il voulait imposer sur ses voisins, puis ensuite il a dit on verra plus tard. Donc tout ça donne un sentiment tout à fait déstabilisant qui est un véritable, si j'ose me citer, bouleversement du monde qui a été introduit dans le système international, notamment depuis le 7 octobre 2023. On va y revenir dans quelques instants, c'est le titre de votre ouvrage. Mais quand on entend de telles déclarations de Donald Trump, quelles conséquences sa présidence peut entraîner sur le Moyen-Orient ? Pour l'instant, déjà on va voir si la libération des otages se poursuit, puisque Trump se présentait essentiellement comme un faiseur de paix. Maintenant, c'est surtout, il veut être un faiseur de deal, mais en passant par-dessus la volonté des populations locales. Et ça risque d'entraîner un blocage de l'ensemble des situations. Selon vous, l'annonce de l'accord du cessez-le-feu et l'investiture de Trump sont connectés, hein ? Oui, bien sûr, puisque c'est lui qui a exigé qu'il y ait un cessez-le-feu,
qui a même tordu le bras à Benjamin Netanyahou, qui a envoyé son envoyé spécial, M. Witkoff, également promoteur immobilier comme lui, pour l'obliger à mettre en œuvre ce cessez-le-feu. Et ceci est une nouvelle illustration de ce bouleversement dont vous parlez dans votre ouvrage, le bouleversement du monde du 7 octobre au retour de Trump. Oui, je crois qu'on est effectivement dans cet immense bouleversement qui a été mis en œuvre à partir du 7 octobre et qui fait que le monde que nous avions connu, qui avait été fondé sur des règles, sur des relations entre États, qui avait été codifié par les accords de Yalta, qui ont eu lieu il y a à peu près 80 ans, que tout cela est en train aujourd'hui de s'effondrer avec des polarisations nouvelles du sud global contre le nord et avec un leader du nord qui semble complètement erratique lui-même. Et la chute de Bachar el-Assad en Syrie est aussi un exemple de ce bouleversement ? La chute de Bachar el-Assad a été la conséquence peut-être non voulue justement des attaques qui ont été menées par Israël contre les gardiens de la révolution iranienne qui encadraient l'armée syrienne et ensuite contre le Hezbollah. L'attaque des beepers qui a empêché les gens du Hezbollah, qui étaient un peu les officiers subalternes qui encadraient cette armée, s'il en restait, de continuer leur rôle et qui sont revenus précipitamment au Liban pour essayer de colmater les brèches. Et en fait, ce n'est pas tellement les opposants qui ont vaincu, puisque l'armée s'est effondrée complètement, c'était une armée clochardisée. Et aujourd'hui, effectivement, le système syrien est tombé complètement, c'est-à-dire que tout l'axe, entre guillemets, pro-iranien de la région a été détruit. L'Iran et ses alliés ont été repoussés vers l'est, loin de la Méditerranée, vers l'Euphrate, et ça bouleverse complètement la donne. Évidemment, c'est une actualité que nous suivrons de près. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été notre invité Merci ce à soir. vous. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, Gilles Kepel propose une analyse plus approfondie dans son dernier ouvrage, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, paru en septembre dernier aux éditions Plomb. Vous l'avez sûrement remarqué, les grands panneaux d'affichage papier à Monaco sont retirés petit à petit. Et pour cause, la mairie en charge de l'affichage sur le domaine public souhaite diminuer la pression publicitaire dans les rues, moderniser son offre et la rendre plus éco-responsable. Un projet ambitieux présenté en conférence de presse jeudi et détaillé dans ce reportage. Sur ces murs de pierre du boulevard Princesse Charlotte, les traces d'enduit laissent deviner l'emplacement d'anciens panneaux papier grand format. Progressivement, les 4x3 sont déposés par les agents communaux, répondant ainsi à la politique de dépollution visuelle souhaitée par le maire et les élus. L'objectif, c'est de moderniser notre offre et de la rendre adaptée au marché de l'affichage aujourd'hui. Effectivement, ça passe par une dépollution, notamment parce qu'on a des alignements muraux, des grands panneaux historiques, et ces panneaux, aujourd'hui, c'est pas ce qu'attendent nos clients spécifiquement, et c'est plus ce que nous, on veut en principauté. Donc on cherche à dépolluer maintenant depuis 2020, en enlevant des panneaux, notamment des grands panneaux papier. On a enlevé quasiment 600 mètres carrés aujourd'hui d'affichage publicitaire au travers de ce plan de dépollution. Média local par excellence, les panneaux relaient 90% du temps des campagnes de communication locales, qu'elles soient rattachées à des associations ou des commerçants, et permettent à la mairie de financer ses actions du quotidien. L'affichage publicitaire en principauté, ça représente pour la mairie 2 millions d'euros de recettes à peu près. Alors en termes de comparaison, ça représente à peu près ce que la mairie va dépenser pour l'aide nationale vieillesse, qui est une de ses prérogatives par exemple. Les recettes générées par un grand panneau numérique notamment, ça correspond à peu près à ce qu'on va dépenser pour un feu d'artifice ou pour un spectacle de drone par exemple. Durant le mandat, soit entre 2023 et 2026, 25% du mobilier urbain aura été retiré. Place désormais aux petites affiches plutôt visibles des piétons et au numérique. 2 écrans LED feront leur apparition prochainement sur l'avenue Princesse Grace et rue Princesse Caroline. Et les associations auront leur espace dédié et toujours des tarifs préférentiels. Autre événement solidaire, le gala de l'Arche du Cœur s'est tenu dernièrement au Théâtre des Variétés. Organisé par l'association des Amis de l'Arche, il permet de soutenir un établissement accueillant une trentaine d'adultes en situation de handicap à Grasse. Ventriloque et hypnose étaient au programme du 11e gala. La soirée nous est racontée par Émilie Flamin sur des images de Lionel Bernardi.
Créée en 2010 pour accueillir des personnes en situation de handicap mental, l'association L'Arche du Cœur organise chaque année son gala caritatif. Pour les gens handicapés qui vivent dans les foyers, si vous voulez, de l'association de l'Arche, pour eux c'est la grande sortie de l'année. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'organiser aussi ce gala, pour faire connaître notre association, pour aider l'Arche à trouver les fonds qui lui sont nécessaires pour offrir ce confort de vie qu'on leur souhaite. Et aussi, il y a une telle demande, parce que ce mode de vie, ce mode de soins, si vous voulez, est tellement bénéfique pour les personnes accueillies, que nous avons une très longue liste d'attente et que nous cherchons des fonds pour construire un 4e foyer. Pour l'occasion et pour la toute première fois en Principauté, les spectateurs ont eu le droit à un spectacle d'hypnose. J'ai repris le logo de l'Arche et l'idée de l'Arche, ce fameux bateau où on accueille des personnes et les plus sensibles à l'hypnose vont monter sur scène. Et ce spectacle va rencontrer un voyage sur ce bateau et ce voyage va peut-être aller sur une île paradisiaque qui va vous faire découvrir un trésor et peut-être un jardin intérieur. Et dans un tout autre domaine... Bonjour, je m'appelle Ciboulette, je suis ventriloque depuis 26 ans. Et moi, je m'appelle Oscar et je suis son acolyte depuis... Acolyte. Un duo loufoque dans un spectacle de ventriloquie et de magie pour faire rêver les spectateurs. Qu'est-ce que tu proposes dans le spectacle ? En fait, j'ai envie de les faire rêver, les faire rire. Oui, et quand c'est autre chose, tu vois, quand c'est un gongongon. Entre les rires et les applaudissements, une grande tombola a été organisée. Des dons qui ont été reversés, comme chaque année, à l'Arche de Grâce. Et pour aider l'association, ça se passe à l'adresse qui s'affiche sur don.arche-france.org. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc. Ne manquez pas demain la sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Geneviève Berthier reçoit Marina Cessac, haut commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation depuis 2022. Ce lundi à la présentation, vous retrouverez Émilie Rousseau. Excellente soirée à tous. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Le temps pour ce début de semaine, demain matin, le ciel devrait encore être un petit peu nuageux, mais il va se dégager dans l'après-midi pour laisser place aux éclaircies. Côté température, il fera 8 degrés le matin et puis ça devrait grimper un petit peu plus dans l'après-midi avec 14 degrés prévus. Et en ce 10 février, on n'oubliera pas de souhaiter une très belle fête à tous les Arnaud. Ce sera également la journée mondiale des légumineuses instaurée par les Nations Unies pour rappeler leur qualité, notamment sur le plan nutritionnel, de la sécurité alimentaire ainsi que sur le respect de l'environnement. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.